qui a reçu Macron. Elle ressemble. C'est une table similaire. Elle était plus grande celle de Poutine, je pense. Ok les amis, il est 17h15. Voilà, bon, on va commencer doucement. S'il y en a qui nous rejoignent, j'espère qu'ils trouveront. Bon, c'est pas compliqué. Oui, c'est mieux si vous pouvez. Voilà. J'ai juste quelques points sur lesquels je voulais vous parler. J'ai pas préparé un long discours. Je voulais surtout qu'on fasse connaissance aujourd'hui. Voilà, donc on est là pour échanger, pour voir voilà, quels sont les profils. Vous pourriez augmenter le son. Alors je vais essayer. Alors j'aurais dû demander un micro en fait. Voilà. Vous arrivez à m'entendre comme ça? Salut, salut. Ça marche? Au fond, Timothée, c'est ça? Timothée? Rapprochez-vous. Je vais voir si on avance ça. Tac. Si je vais là-bas, je vais être face à la porte. Mais ouais, rapprochez-vous, exactement. Ouais, surtout que s'il y en a qui arrivent, ils vont arriver, ils sont proches de la porte. Est-ce que Gérald, tu entends? Voilà, c'est parfait. Voilà, ceux qui veulent. Voilà, en fait, plus vous êtes proche, plus la meilleure est la qualité du son. Voilà. Donc, on est là pour faire connaissance. Je crois qu'on est entre militants et sympathisants, bien que ce soit une réunion publique. Voilà, tout le monde est bienvenu à cette réunion. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de mon background, parce que bon, vous voyez, vous recevez des mails, un peu tous les candidats. Tout le monde ne va pas venir à Phuket, donc vous vous renseignez un petit peu, vous lisez leur mail ou pas. Mais voilà, moi je pense que c'est important d'être sur le terrain, de vous rencontrer et que vous sachiez aussi qui je suis, parce qu'au-delà d'une étiquette, voilà, j'ai une histoire personnelle, j'ai une histoire politique et aussi c'est important pour moi d'avoir vos retours en direct, pas juste par mail ou par Facebook Messenger, etc. Mais voilà, ici face à face, où on peut vraiment échanger sur des choses qui sont importantes. Et voilà, si je dois représenter les Français d'Asie, Océanie, Europe orientale, il faut que je puisse les rencontrer. Voilà. Donc voilà, j'espère ne pas être trop long. Souvent, je suis un petit peu long si vous pouvez m'arrêter. Voilà, sinon je vous raconte toute ma vie, toute la soirée. Okay. Alors, en ce qui me concerne, je vais déjà remercier René Philippe, voilà, qui a... C'est le copain à moi, ça. Ah ouais, ben, j'imagine, c'est le copain de tout le monde, je pense. Voilà. Et alors, Christian Chevrier vient de partir, mais voilà, un grand merci aussi à lui qui est toujours là pour m'accueillir à Phuket. Et d'autres comme Patrick Gasquet qui était là ce soir. Sans qui, voilà, sans toutes ces personnes, je n'aurais pas de raison de venir à Phuket, si ce n'est aller à la plage ou faire du Muay Thai ou du MMA, parce que je suis déjà venu pour ça dans le passé. Voilà. Alors en tout cas, en ce qui me concerne, je suis Marseillais. Mes parents sont nés au Vietnam. Vous avez peut-être lu quelques articles à ce sujet ou pas. Mais voilà, pour moi, ça me tient à cœur d'être candidat, plus particulièrement voilà, parce que j'habite en Asie. J'ai une histoire personnelle de ma famille, issue de l'immigration aussi. Tous les deux sont nés. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, bienvenue. Voilà, mes deux parents sont nés au Vietnam. Ils ont immigré. Enfin, quoique, en fait, ma mère est officiellement réintégrée. Je ne sais pas si vous avez la différence, mais en fait, elle a été réintégrée de la nationalité française parce qu'à l'époque, le Vietnam était français. Bon, c'est une petite parenthèse. Mais bon, on peut dire que tous les deux sont nés au Vietnam, mais je suis moi-même issu de l'immigration et je suis marseillais. Donc, en fait, à Marseille, c'est un melting pot, comme tout le monde sait. Et j'ai grandi dans une ville dans laquelle j'ai vu les différentes vagues d'immigration, comment on s'intègre, comment on s'assimile, tout le reste. Et si je suis candidat aujourd'hui, ici, devant vous, c'est aussi parce que voilà, je pense que c'est la conclusion, en tout cas, une étape supplémentaire dans mon engagement depuis longtemps, depuis mes 20 ans, mais même bien avant. Mes parents, quand j'étais tout petit, ils m'ont inculqué la passion de la France. Quel âge tu as, à mon avis? Ah, quel âge vous me donnez? On ne peut pas donner à 25 ans. Oh, merci. Alors, c'est marqué dans les articles, hein, vous n'avez pas lu tous les interviews. On est quand même très occupés, nous. 32. Ah ouais. On va donner dans les 35, 38.
Ah, voilà, bravo, 38. C'était la moyenne note. Qu'est-ce que tu as dit? Tout mon respect. Encore plus que... Voilà, 38. Et ben voilà, ça fait donc environ... Et puis, tu te bats pour qui alors? Pour toi, pour nous? Je me bats pour tous les Français. C'est bien. Et pas, d'ailleurs, pas que, comme vous le savez, c'est un mandat national, c'est pas que pour les Français d'Asie, Océanie, Europe orientale. Un député est élu de la nation. Et d'ailleurs, si. Est-ce que les législatives, on peut voter, nous, ici? Bien sûr qu'on peut voter. On peut voter. Alors, j'ai bien fait de venir, hein, je pensais que les choses étaient claires. On m'a dit, ça sert à rien de venir à Phuket, tout le monde va voter, Zemmour, voter pour toi, mais en fait, c'est pas ça, ça n'est pas au courant. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, je vais dire ce que j'ai à dire et après, on va laisser les questions, c'est plus simple, si vous voulez bien. Voilà, donc, mes deux parents sont nés au Vietnam, je suis issu de l'immigration. Et voilà, j'ai vu dans une ville comme Marseille comment les choses se passent et ce qu'est la France aujourd'hui et ce que j'aimerais qu'elle soit demain ou qu'elle ne soit pas. Et d'où mon engagement politique. Quand j'étais petit, mes parents étaient vraiment... ils faisaient le maximum et je pense qu'ils en faisaient trop, peut-être trop, pour nous inculquer l'amour de la France. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand j'étais tout petit, quand ils allaient voter, ils m'expliquaient à quoi ça sert de voter. Ils me disaient, si on ne vote pas, ils vont nous renvoyer au Vietnam. Il faut faire comme les Français, ça se passe comme ça en France. Et après, bien entendu, plus tard, j'ai compris que c'était faux. Bien entendu, on ne va pas nous renvoyer au Vietnam parce qu'on vote ou parce qu'on ne vote pas, à cause de l'abstention. Mais je veux dire, l'état d'esprit de mes parents, quand ils sont arrivés en France, c'était de faire le maximum pour faire exactement comme les Français. Ils disaient même parfois si on redouble trop à l'école, etc., si on ne travaille pas bien, ils vont nous renvoyer aussi. Ils étaient vraiment, je dirais qu'ils étaient extrêmes dans l'envie de s'assimiler. Alors de ce point de vue, je me suis retrouvé totalement dans les propos d'Éric Zemmour sur l'assimilation. Et je dirais même plus que il y a certaines catégories de Français, mais en tout cas ceux qui sont issus de l'immigration comme moi, qui ont... comme ils ont acquis cet amour de la France, parfois ils aiment la France encore plus que ce qu'on appelle des Français de souche. Et je dirais même vous qui êtes à l'étranger, qui êtes expatriés. Quel quartier vous étiez au Vietnam? Parce que les Vietnamiens... Moi, j'étais pas du Vietnam. Je suis par hasard à Marseille. Mais j'ai travaillé De Marseille ou du Vietnam? Ou la rue de la République, tous les Vietnamiens qui sont arrivés. Oui, je connais, à la Joliette. Moi, je suis de la Boulevard National, près de Félix Piat. C'est le quartier où j'ai vu le grand emplacement. Où mes voisins, le petit magasin est devenu une mosquée, qui ensuite a été fermée parce que... Oui, c'est vrai. Donc, non, mais tout ce que dit Éric Zemmour, je l'ai vécu dans mon enfance, sauf que je l'ai pensé, mais il n'y avait personne pour vraiment le formaliser, en parler dans une campagne. C'était tous les vieilles qui étaient là. Voilà, si vous voulez, je vais dire ce que j'ai, après on va faire on va faire des questions-réponses. Okay. Alors où est-ce que j'en étais? Donc je disais, voilà, il y a ceux qui sont issus de l'immigration, qui parfois, pas tous ceux qui sont issus de l'immigration, mais une grande partie ont développé encore plus l'amour de la France que d'autres. Mais vous aussi qui êtes expatriés ici, en Asie, la France peut vous manquer encore plus parce que voilà, on ne mange pas français tous les jours, il y a des choses qui nous manquent. Donc on développe un certain attachement encore plus au pays. D'autant plus que certains, hier j'étais à Koh Samui. Donc il y a un monsieur qui m'a dit, en fait je ne me considère pas comme un expatrié, je suis un exilé. Je suis un exilé parce que voilà, je n'aime pas ce qui se passe ici en France. Enfin, en France, voilà, la France est en train ça va pas. Donc je suis exilé ici en Thaïlande et je ne reconnais pas la France que j'aime. Voilà. Donc de ce point de vue, on est tout à fait légitime à voter pour les présidentielles, pour les législatives. Et pour répondre à votre question, monsieur, bien entendu, vous êtes là, vous pouvez voter pour les législatives et je suis aussi là pour ça, pour vous informer à ce sujet. Vous pouvez le faire à l'urne le 5 juin, c'est une semaine avant la France. En France, c'est le 12 et le 19 juin. Ici, c'est le 5 et le 19 juin. Et il y a aussi, en plus de cela, le vote par Internet. Vous pouvez voter dès le 27 mai. Le 27 mai, c'est bientôt, c'est vendredi la semaine prochaine. Donc, dès vendredi 27 mai, c'est vendredi, je crois. Hein. Tac, tac. Moi, c'est un vendredi. Vous pouvez voter par Internet. Voilà. Et si vous avez voté par Internet, vous ne pouvez plus voter à l'urne. C'est marqué que vous avez déjà voté. Donc, on ne peut pas tricher, on ne peut pas voter deux fois. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu pour raconter ma vie.
Parcours politique, je me suis engagé quand j'avais 20 ans pour l'UMP. Voilà, j'ai commencé déjà à m'intéresser à la politique. J'étais vraiment à fond à l'époque pour Nicolas Sarkozy. Je trouve qu'il avait vraiment il disait, il mettait sur la table les bons sujets. Et j'ai fait campagne à fond pour lui. Voilà. Bien entendu, après, dès le premier jour, je me suis senti un peu trahi dès l'annonce du gouvernement avec 2 ministres socialistes. Mais bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas, il faut laisser une chance. Voilà, on n'est jamais. C'est difficile en politique d'avoir un candidat qui correspond exactement à ce qu'on veut. Voilà, donc, mais il faut toujours. Je me dis, on va lui laisser une chance, on verra ce que ça donne. Bon, finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, qui n'ont pas été faites. Voilà, le Karcher, je ne l'ai pas vu arriver. Voilà, et après, plus récemment, le Karcher, moi je pensais que c'est Éric Zemmour qui allait le faire. Malheureusement, il ne va pas le faire puisque les électeurs français en ont décidé autrement. Mais cependant, le combat continue. Voilà, donc je sais pourquoi je suis là aussi ce soir, non seulement pour vous informer qu'il y a des élections législatives qui arrivent et que vous pouvez voter, mais aussi parce que pour moi c'est le début. Donc c'est pas fini le soir du premier tour, parce que ça fait 7% au niveau national. Ici en Asie, on a fait 13,5%. Et en Thaïlande encore plus. Thaïlande, Zemmour est arrivé en tête devant Macron. Mais bon, c'est une particularité. Hein. Oui, mais dans toute la Thaïlande. Je parle de toute la Thaïlande. Donc, si on combine toute la Thaïlande, Zemmour est devant Macron. Et oui, si on prend Phuket, même Le Pen est arrivé devant Macron. Donc voilà, mais c'est des cas particuliers ici. Voilà. Mais en tout cas, il y en a qui disent que, voilà, pour répéter ce que dit Éric Zemmour, il y en a qui pensent que le Reconquête est mort le soir du premier tour, mais en fait, c'est le parti qui est né le soir du premier tour. Bonjour monsieur. Voilà, par exemple, j'ai une amie qui habite à Londres, qui n'habite plus à Londres, elle est à Paris maintenant. Elle s'appelle Johanna, que je salue si elle regarde le replay. Je prends une petite vidéo. Et je l'ai rencontrée quand j'ai habité en Angleterre. J'habitais à Birmingham. J'allais à Londres quasiment tous les week-ends pour faire la campagne de Nicolas Sarkozy à l'époque. Donc ça fait un moment que je suis un Français de l'étranger, que je fais de la politique à l'étranger. Donc j'ai revu Johanna il n'y a pas longtemps, quand j'étais à Paris il y a 2-3 semaines. Et elle m'a dit, ça m'a un petit peu étonné au début, mais elle a pris sa carte Reconquête, elle a adhéré au parti après les présidentielles. Donc ça peut sembler un peu bizarre parce qu'après les présidentielles, il y en a plein qui étaient, enfin plein, je ne sais pas combien, il y en a qui se démobilisent un petit peu, qui n'ont pas le moral. Mais elle a pris l'adhésion après les présidentielles parce qu'elle a senti que c'était le moment de soutenir le parti. Parce que c'est là que ça commence. Et là, maintenant, on peut bien voir qu'on a plus de 125 000 adhérents. Et là, on est le premier parti de France. Alors, il y a qui dit, ouais, comment on peut être le premier parti de France avec 7%, etc. Mais c'est là, c'est la base militante. Et c'est là que le combat commence avec les législatives. Et plus tard, avec les européennes, les municipales, etc., les régionales. Tout commence maintenant. Et c'est important. Et j'espère que, voilà, on est là pour échanger ce soir. Quand tout dépend de notre mobilisation. Sinon, oui, effectivement, il y a rien qui va bouger. On va devenir comme les Républicains. On ne veut pas ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si je suis là, c'est pour essayer j'espère pouvoir vous convaincre ce soir qu'on est là, ce n'est que le début, et surtout pour cette élection législative. Parce qu'en fait, elle est assez particulière. Je crois que de mémoire, il y avait environ 25% de participation il y a 5 ans. En fait, cette élection, ce n'est pas une élection vraiment normale pour convaincre, c'est une élection de mobilisation. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui arrivent à mobiliser. J'ai rencontré des électeurs d'Éric Zemmour qui n'avaient pas envie de voter pour les législatives. J'ai même rencontré, j'étais à Séoul avant de venir en Thaïlande, parce que ma suppléante Anne-France Larquemin y habite. Et j'ai rencontré un Français qui m'a dit ouais, Zemmour très bien, il a tout à fait raison, je le soutiens, etc. Mais voter, ça ne sert à rien. Moi, j'habite à l'étranger depuis des années. La France, elle est foutue de toute façon. Ça ne sert à rien de voter, c'est mort. Et en fait, il a pas voté. Il n'a même pas voté Éric Zemmour. Donc, il a dit qu'il ne va pas voter pour moi parce que ça ne sert à rien de voter. Donc, mon job, je pense, et aussi, j'espère, vous aussi, c'est d'en parler autour de nous, c'est de mobiliser. Parce que si nous-mêmes, nous n'y croyons plus, effectivement, la France est perdue. Bon, moi, j'arrête la politique et je prends ma retraite. Okay, donc, il faut y croire. Et je pense qu'on va avoir de bonnes surprises lors de ces législatives. Ok. Alors, voilà, exactement, dans le doute.
moi aussi. Voilà, ben on est là pour échanger. Hein. Vous me direz votre sentiment, tout ce que vous avez sur le cœur, et on va essayer d'y répondre ce soir. Voilà, mais moi, je sens qu'il y a une grosse mobilisation. J'étais à Paris samedi, il y a une semaine, et voilà, avec 500 candidats de Reconquête, et c'était génial. Tout le monde était à fond, et je sens que c'est le début de quelque chose. Voilà, non, on est en train de tout construire. Donc, croyez-y. Et encore plus, je dirais encore plus, nous, en Asie, qui votons le 5 juin, ça veut dire que le 6 juin, on aura les résultats, la France aura les résultats, et elle verra ce que les Français d'Asie ont voté. Donc, en mettant... je sais pas. Ils vont pas aller sur Internet et creuser, tiens, qu'est-ce qui s'est passé en Asie? Mais par contre, s'il y a un bon score en Asie, bien entendu, je vais le communiquer, et ça peut faire un petit buzz. Et moi, je pense que ce sera ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer la surprise, on sera bien positionné, on peut être en tête si on arrive à tous se mobiliser. Et en fait, les Français de France vont voir le score qu'on a fait en Asie. En Asie, je pense qu'on est traditionnellement, les Français d'Asie sont plutôt à droite. Ce sont on vote plutôt bien. Okay. En 2012, Thierry Mariani, que j'apprécie beaucoup, a été élu, bien que François Hollande ait été élu. Donc donc ce n'est pas vrai que le résultat législatif suit forcément toujours celui des présidentielles. Il n'y a pas de fatalité. Le résultat du scrutin, c'est vous qui le faites. Et déjà, avant le résultat, c'est les résultats du premier tour. Oui, Gérald. Je m'interroge en ce qui concerne le dépouillement. Ça, c'est une autre histoire. On peut en parler. Ouais. Je voudrais juste donner peut-être une notion de chiffre qui va peut-être mettre les choses à plat. La France est 68 millions d'habitants. Il faut savoir que 5% de la population française vit hors de France. 5%, c'est énorme. C'est beaucoup. Donc je pense que ce que fait Marc n'est absolument pas à négliger. Il y a des terrains comme l'Asie et l'Océanie qu'il faut saisir. Donc 5%, c'est 3,5 millions de Français qui vivent hors du territoire français. Et je ne parle pas des DOM et des DOM. Mais combien en Asie? J'ai pas le... En Asie, on est environ 130 000 inscrits. 130 000 Oui. inscrits. Hein. Ça fait quoi, 10%, 15% de la population totale de Françaises vivant à l'étranger? 130 000, c'était 80 000. C'est les 2/3 du... Oui, mais bon, il y a 11 zones. Hein, donc, voilà. Asie, Océanie, Europe orientale, mais il y a 11 zones différentes. Et dans tous les Français de l'étranger, je crois qu'on est 1 million, en tout cas d'inscrits, hein, sans compter ceux qui sont mineurs. Et je pense, juste pour terminer, après je m'efface, et c'est simplement pour dire que chaque fois qu'on met son bulletin dans le vote, même si on a la sensation d'être loin du pays et que ce qu'on fait est peut-être une pierre dans l'océan, mais pas du tout. Ça a quand même un impact, et un impact au final, parce que je vous le répète, 5% de la population française est à l'extérieur. Et ça, c'est extrêmement significatif. Donc, ce que fait Marc, tout d'abord, je te remercie. On se connaît depuis un petit moment et je suis extrêmement content de voir cette démarche. En plus, tu soutiens mon candidat, donc je le clame haut et fort, dans le fond. Et je pense que s'il y a des choses à faire, c'est maintenant. Oui, tout à fait. Donc, Quoi Gérald. qu'il en soit, le dernier Gibault, il est passé 100% ici. Hein. Pas 100%, mais il avait très bon score. Non, mais il était quand même au pinacle. Hein. Ouais. Peut-être 100% dans cette salle. Mais pas à Phuket. À Phuket, il était au-dessus. Il a gagné sur 8 des 9 bureaux de vote de Thaïlande. On est d'accord, hein. Non, il a très bon score. Ça, il n'y a pas photo. Quand on regarde après qu'ils mettent 7% sur les élections, c'est quand même bizarre. Si je peux rebondir sur ce qu'il vient de dire, c'est aussi important parce que les ministères et les hommes politiques, s'il n'y a pas de vote à aller chercher pour les prochaines élections ou des choses comme ça, en fait, s'il y a vous avez expliqué le sénateur qui était venu la dernière fois, et leurs motions, etc., ne sont même pas entendues. C'est-à-dire que s'il s'aperçoit qu'il n'y a pas de vivier d'électorat en dehors de la France, il n'y a pas de mobilisation, c'est sûr. Il y aura moins de postes et moins d'aide. C'est-à-dire que les vaccins, les choses comme ça, on ne va pas voter. Voilà, c'est important de mobiliser.
et de montrer qu'il y a un vrai vivier d'électeurs à l'étranger. Ça, c'est très important. Si on veut, là, je parle pour nous, Français de l'étranger, hein, je prêche la paroisse des Français de l'étranger, si on veut être représenté et entendu. Tout à fait. Et je rappelle qu'on est un des rares. Il y a une abstention énorme. On est un des rares pays à avoir des élus à l'étranger. Hein. On a des députés, on a des sénateurs. Voilà, donc en tout cas, si n'oubliez pas qu'en fait les députés des Français de l'étranger, ça n'a pas toujours existé. Ouais, ça a commencé en 2012 avec Thierry Mariani. Avant, ça n'existait pas. Donc, on s'est battu pour avoir des représentants à l'Assemblée nationale qui représentent les Français de l'étranger. En tout cas, qui sont élus par les Français de l'étranger parce qu'ils représentent tous les Français. Donc, pour garder ces représentants, il faut participer. Donc, n'oubliez pas ça. Okay. Donc, en tout cas, pour revenir à mon parcours politique, donc j'étais UMP, LR. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Christian Chevrier, notre président du conseil consulaire, que je pense tout le monde connaît ici. Et tout comme lui, comme tous les meilleurs LR, on a très vite vu que on a été trahi par le parti qui n'est plus ce qu'il était. Et qu'en fait, la vraie droite de nos jours, c'est Éric Zemmour. Voilà, donc je me suis engagé dès que Zemmour a annoncé sa candidature, dès son meeting de Villepinte, où dès qu'il a annoncé la création de Reconquête, je me suis inscrit en ligne tout de suite avant même que le meeting ne soit terminé. Parce que voilà, je l'ai senti, j'avais même la larme aux yeux quand je voyais ce meeting qui était vraiment énorme. Pour moi, c'était la révélation. Donc voilà, je me suis engagé. Et bon voilà, en tout cas pour moi, Hong Kong, ça a créé beaucoup de problèmes. Ça fait des sacrifices, ça fait beaucoup de problèmes personnels. Il y a des amis qui ne sont plus des amis, ça fait des problèmes professionnels, ça fait des problèmes dans tous les sens. Mais par contre, on en gagne beaucoup plus. Et d'ailleurs, je vous remercie d'être là ce soir. Voilà, parce qu'au final, il faut s'engager pour ses convictions. Christian Chevrier me l'a dit encore tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui est venu l'aborder dans une soirée, qui dit « Ah, vous, je vous connais, traître, je suis LR, je suis... » Donc, non, pas du tout, c'est eux qui sont les traîtres, et qui ne veulent pas d'ailleurs faire l'union. Chevrier, l'étiquette Reconquête? Oui. Ben, il a soutenu Éric Zemmour, il a parrainé Éric Zemmour. Voilà, après, bon, étiquette ou pas étiquette, ça se ouvertement, donc si nos chefs ne soutiennent pas ouvertement... Ben, il a fait ouvertement, il a parrainé ouvertement, et il a soutenu ouvertement. Et il était là ce soir. Il était là, après, bon, il a dû partir à dîner, mais il était là. Le chef manque un peu de... Le chef, c'est René, ici, c'est Philippe. Je sais bien, mais il est déjà au-dessus, comme le consul, tout ça, ils ont leur petit avis, il a le droit de déposer. Ah, mais le consul, il n'est pas censé avoir d'avis, il est neutre. C'est un diplomate. Voilà, le consul, ah oui, ça c'est autre chose. Okay. Bon, en tout cas... On voit que les troupes ne soient pas motivées. On n'est pas nombreux. Hein. Il y a énormément d'abstention d'abord. J'ai oublié le chiffre. Et puis la deuxième chose, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont en reconquête, mais qui refusent de le dire, de l'afficher. Moi, je crie sur les toits. Il y a énormément de gens qui refusent de l'afficher. Oui, alors ça c'est un point très important, c'est aussi... Pour le Front National, les gens ne savaient pas dire qu'ils étaient Front, c'est la même chose. Mais il faut changer ça. Et comment changer ça? C'est que nous-mêmes, on prend... c'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je pense que ce que je fais, c'est important. C'est pas que pour Reconquête, c'est important pour la France. Même pour les autres partis, je dirais, il faut de la tolérance envers les opinions de chacun. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas du tout les mêmes convictions que moi, ça reste mes amis. Mais par contre, quand je me suis engagé pour Éric Zemmour, on m'a dit, mais non, mais tout à coup, je suis devenu le sale facho, le raciste. Alors qu'on m'a toujours... Les gens me connaissent depuis longtemps, ils savent que je ne le suis pas. Mais à cause d'une étiquette politique, les gens vous classent tout de suite. Ils deviennent fous en fait. Ils ne vous parlent plus. Voilà. Donc ils vous catégorisent tout de suite à cause de ça. Et ça, il faut le changer. Et je fais le maximum pour ça. Je suis là devant vous pour ça. Et je vous incite à le faire. Bon, après, il y a des cas particuliers. Moi, j'ai des militants qui sont profs à tel ou tel lycée dans le monde français. Ça peut poser problème, je peux le comprendre. Ils ont besoin d'être un peu de discrétion. Mais dans la plupart des cas, il faut assumer. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je pense aussi qu'on est le parti de la droite d'avenir, c'est parce qu'on s'assume. Et on a beaucoup de militants
sur le terrain, motivé pour y aller. Si je suis là, je ne sais pas si d'autres candidats vont venir à Phuket, mais là, j'ai dormi 2 heures. Hier soir, j'étais à Koh Samui. Demain matin, je pars à 7 heures, je vais à Pattaya. Après à Bangkok. La semaine prochaine, lundi, je serai à Vientiane au Laos. Mardi, je serai à Hanoï. Mercredi, je serai à Ho Chi Minh. Jeudi, je serai à Phnom Penh. Donc, je n'étais pas obligé. J'aurais pu prendre un jour pour voyager, un jour pour être sur le terrain. Mais je fais le maximum pour être sur le terrain. Et ça compte. Voilà, donc, quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. J'ai tout suspendu. Pour information, pour en finir avec ma présentation, j'étais contrôleur de gestion, finance d'entreprise, j'ai fait une école de commerce, j'ai un parcours assez classique pour un Français de Hong Kong. Mais je ne suis pas un bobo. Voilà, je suis issu des quartiers populaires de Marseille. Je ne suis pas né dans les beaux quartiers de Paris ayant fait une belle école de commerce et nous voyons. Marseille, c'est la banlieue d'Alger, ça, non? Oui. Ça, c'est notre sujet. Voilà. Mais en tout cas, voilà, l'insécurité, je sais ce que c'est. Et en fait, voilà, pour venir à mon travail, j'étais contrôleur de gestion, j'ai créé des clubs de sport, j'ai tout suspendu. Parce que de toute façon, ça s'est cassé la gueule avec le virus. Et je sais pas, les étoiles se sont alignées. Et ça a fait que le calendrier, comme par hasard, j'ai fermé mes clubs de sport. Et après, j'ai obtenu l'investiture pour représenter Reconquête. Donc, je me donne à fond. Je suis là devant vous. Je vous invite à en parler autour de vous. Parce que ce qui compte, n'oubliez pas que c'est la mobilisation. C'est même pas, en fait, convaincre. C'est convaincre de voter, nos sympathisants. Parce que on ne comprend pas forcément autour de nous pourquoi c'est... Il faudrait peut-être les convaincre qui s'inscrivent au postulat. Alors ça, c'est encore un autre problème aussi. Donc, il faut convaincre de s'inscrire. Après, il faut convaincre d'aller voter. Voilà, tout à fait. Ah ouais, ouais. Non, malheureusement, mais alors après, il faut convaincre aussi, je pense, de la nécessité que la politique ne sert à rien. J'y crois encore. Mais j'ai rencontré, en fait, je suis de retour à Phuket, mais j'étais ici il y a 2 semaines. J'étais il y a 2 semaines à Costa Grill. Je pense que vous connaissez tous. Donc, Jean-Pierre, c'est ça? Jean-Pierre ou Jean-Paul? Jean-Pierre Costa, un Corse. Bon, les Marseillais, les Corses, on est assez copains. Donc, je suis... Samedi, rentre en France samedi. Ah, voilà. Bon, voilà. Mais en tout cas, on a passé une soirée d'anniversaire fort sympathique dans son restaurant. Voilà, donc, ce soir-là, j'étais surpris de rencontrer beaucoup de Français qui étaient prêts à voter Éric Zemmour, mais qui ne votaient pas parce qu'ils disaient parce qu'ils n'étaient pas inscrits. Ils disaient que s'inscrire, ça ne sert à rien. Et voter, ça ne sert à rien. Maintenant, j'habite la France, j'y crois plus. J'habite en Thaïlande, la France, elle est foutue. Voilà. C'est ça le drame. C'est un drame, et je le comprends. Mais je le comprends, mais... Il est trop tard, de toute façon. Oui, mais... C'est foutu. Mais si ça se trouve, c'est ce que je vais faire moi-même dans quelques années. Si je vois que c'est foutu, vraiment, voilà. Peut-être que moi-même, je vais venir vivre en Thaïlande et que je me dirais que la France est foutue, que je... Voilà. Toi, parce qu'il est pareil. J'ai jamais voté de ma vie. Mais j'ai voté que depuis que je suis en Thaïlande. Ah ben bravo. Voilà. J'ai jamais voté de ma vie. J'étais sur machin. Rien à foutre. Voilà. Depuis que je suis en Thaïlande, je vote. Je me suis inscrit. Et vous pouvez convaincre les autres Français de Phuket de faire la... Dans ma voiture, j'emmène des copains. J'ai envie de voter. C'est vrai, mon ami. Voilà, mais c'est bien, c'est bien. Voilà, donc... Moi, j'en ai mon épouse et mon fils qui sont thaïs et français. Ouais, pour les amener. Hein. Je les ai amenés, ils ont voté Zemmour, tous les deux. Bravo. Une photo sur la gorge. Exactement. D'ailleurs, après, il y a des sujets de terrain sur lesquels je suis plus attaché parce que moi-même, j'ai une épouse qui n'est pas française, qui n'est pas francophone, elle est hongkongaise. Donc, je ferai le maximum sur le terrain pour défendre, on va dire, les intérêts des couples binationaux parce que les profils des Français de l'étranger changent de plus en plus. Et les responsables politiques actuels, je pense qu'ils sont de plus en plus déconnectés de la réalité. Ils n'ont pas compris que le profil des Français de l'étranger change, que de plus en plus, voilà, bon, pour moi c'est franco-hongkongais, mais pour vous ici, vous êtes de plus en plus en couple binational avec des Thaïlandais et Thaïlandaises. Donc, il y a des sujets sur l'éducation, il y a des sujets sur la santé. Parmi les autres candidats, je ne sais pas s'il y a beaucoup de couples binationaux, je ne sais pas s'il y a beaucoup qui comprennent les difficultés de ceux qui sont en couple binational. On n'est plus à l'époque où ceux qui habitaient à l'étranger, c'était la famille d'expats qui travaillaient à la BNP, à la Société Générale, à LVMH, qui envoyaient tout frais payé à l'étranger. Voilà, maintenant c'est fini. Donc il faut des élus qui représentent vraiment les Français de leur circonscription. Et voilà, bon, ça c'est
je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ma présentation. Mais là, l'enjeu du scrutin, il faut bien le comprendre, hein, c'est d'envoyer un député parmi les 577 à l'Assemblée nationale. Et notre circonscription, elle a un très fort potentiel, beaucoup plus que d'autres. On a Zemmour dans notre circonscription, il a fait 13,5, beaucoup moins que Pouquet, ok, mais c'est beaucoup plus que la France, 7%. On a une chance d'être au second tour et même d'avoir la victoire. Et ça dépend de chacun d'entre nous de se mobiliser. Concrètement, il y a 3 candidats seulement qui peuvent accéder au second tour. Il y a la macroniste et il y a la représentante de la NUPES, Nouvelle Union Écologique Populaire Sociale, et il y a moi. Voilà. Donc, c'est important autour de vous de mobiliser pour qu'en fait, la qualification au second tour elle se jouera entre la candidate communiste, parce qu'elle est communiste, et moi. Alors, je ne sais pas ce qui leur est tombé sur la tête de choisir une communiste. Entre la communiste, Dominique Vidal et moi. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi toute la campagne, mais oui, à Phuket, elle n'a aucune chance. Mais je veux dire, dans toute l'Asie, parce qu'en Asie, il y a le Cambodge, il y a le Vietnam, il y a des lieux très à gauche. Mélenchon a fait un bon score dans la circonscription. Il a fait plus que Éric Zemmour. Il a fait 18% de mémoire. Mais tout peut être bouleversé à cause de la participation. Cette élection est très particulière. Donc il faut bien comprendre, je veux le dire aux électeurs de LR et aux électeurs de RN, parce qu'on en a ce soir, voter pour le candidat RN, qui est Olivier Burlotte, ça ne sert à rien, sauf à leur donner 1,64 €. Pour information, les législatives, ça sert aussi à financer les partis politiques. C'est pour ça qu'ils présentent des candidats RN, alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance, parce qu'ils veulent les sous-sous. Ils veulent 1,64 € par voix. Donc, s'il y a 10 électeurs à Phuket qui votent pour le RN, ben, ils ont 10 € voilà, par an pour le parti. C'est toujours ça de gagner. Eux, ils sont prêts à sacrifier l'intérêt de la France pour l'intérêt de leur parti, pour leur petite boutique. Ils veulent sauver le RN. Et les LR font pareil. Les LR n'ont aucune chance d'aller au second tour. Mais ils ont besoin voilà, je ne sais pas si Pécresse a réussi à récolter tous les sous dont elle a besoin, mais en tout cas, ils ont besoin de faire vivre le parti. Parce que ce sont des professionnels, ces gens-là, ils ont besoin de ça pour vivre. Okay. Donc, voilà. Mais en tout cas... Quand il n'y a pas de parti, je pense à... Mais quand il n'y a pas de parti, il n'y a pas de financement. Ouais. Les sous-sous, ils vont où là? Mais je crois je ne sais pas, honnêtement, mais je pense qu'ils vont nulle part. Donc, c'est pour ça que certains... après, je crois qu'on peut rejoindre un groupement juste après. Mais on n'est pas obligé d'avoir un parti. Voilà. Mais de toute façon, il y a peu de... Là, je crois qu'on a une candidate qui n'a aucun parti. Voilà, parce que... Je peux me permettre une question? Bien sûr. Voilà, on arrive, je pense, de la science plutôt question-réponse. Voilà. En ce qui concerne le fameux article 49.3, il y a un ministre qui a déjà annoncé la couleur en disant que de toute façon, on gouvernerait avec le 49.3. Oui. Il est tout puissant le 49.3 ou il est limité dans son utilisation? Voilà, on rentre dans des points beaucoup plus techniques, hein. Mais ce que je sais, c'est que voilà, comme le gouvernement l'a fait plusieurs fois, et pas que celui de Macron, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises avec cela. Après, c'est assumé par le gouvernement, c'est-à-dire si vous faites passer tout par le 49.3, il faut l'assumer devant les électeurs. Après, bon, comme on l'a vu récemment, les Français sont capables de remettre au pouvoir des gens qui ont été contre leurs intérêts. On l'a bien vu même aux Gilets jaunes, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a un monsieur qui a perdu un œil à cause des Gilets jaunes et après il va voter Macron. Donc voilà, mais on n'est pas toujours logique hein, en France. C'est bon. Parce que le 49.3, il permet au gouvernement de passer par-dessus l'Assemblée nationale. Oui, voilà, pas pour tout. Hein. Il y a des limites. Il y a des choses qu'on peut faire avec 49.3 et il y a des choses qu'on ne peut pas. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, en fait, où est la campagne le plus important dans notre circonscription, c'est de voir qui vous voulez à l'Assemblée nationale pour représenter notre 11e circonscription des Français de l'étranger. Soit ce sera Anne Genetet, encore, qui est chez En Marche, soit ce sera moi. Si au deuxième tour, vous avez la communiste, Dominique Vidal, elle n'a aucune chance de l'emporter. Donc ce sera encore Anne Genetet. Parmi tous les candidats... Comment ça, ici à Phuket? Ici à Phuket, elle peut peut-être pas passer, mais ailleurs, elle peut peut-être passer.
Non, non mais je veux dire, je parle de toute la circonscription. Je parle ni de Phuket ni de Cambodge, je parle dans toute la circonscription. Elle ne passera pas. Donc, même à l'époque où François Hollande était le président socialiste, c'est Thierry Mariani qui est passé. Donc, la circonscription, notre circonscription, elle est à droite, ou elle macroniste. Alors, voilà. pourquoi est-elle passée? Bah oui, quand je dis qu'elle est à droite, elle est droite ou au centre, mais elle n'est certainement pas à gauche. Donc, Dominique Vidal, c'est ce que je veux dire, la candidate communiste, elle n'a aucune chance d'être élue. Le seul qui puisse battre Anne Jeantet, la macroniste, que je la respecte, j'ai rien contre elle. Ce que je veux, c'est que ne pas laisser l'Assemblée nationale être une simple chambre d'enregistrement où tous les députés de la majorité vont appuyer sur le bouton pour. C'est-à-dire le gouvernement propose et ils appuient sur le bouton pour. Ils ont rien d'autre à faire. À part quelques réunions par-ci par-là, quelques interviews. Voilà. Alors que, voilà, si j'ai la confiance des Français de notre circonscription, je ne serai pas la botte du gouvernement, je ne serai pas là juste pour appuyer sur le bouton pour. Je pourrais le faire s'il y a des propositions qui me semblent bien, mais au moins, je voterai dans l'intérêt des Français dans la circonscription. Vous savez bien qu'il y a des mesures, en fait, de mémoire, Anne Jeantet, elle a voté contre toutes les mesures qui étaient en faveur des Français de l'étranger. Je dis, c'est pas pour la défendre, mais c'est pas forcément ce qu'elle voulait faire, mais elle a dû le faire. Par exemple, la CSG-CRDS, les impôts que vous payez en France si vous avez des revenus locatifs, il a été sujet de supprimer ça à un moment. Anne Jeantet a voté pour cet impôt. Donc, elle a voté contre l'intérêt des Français qui l'ont élu. Mais peut-être que dans son cœur, elle voulait voter contre, elle voulait s'en débarrasser, mais elle était obligée de suivre la majorité. Et donc, tous les députés de la majorité votent pareil. Donc, là, dans notre circonscription, on a une chance, elle est peut-être pas énorme, mais elle existe. On a une chance d'avoir une alternative à avoir une députée qui va juste voter pour les propositions du gouvernement. Et je suis le seul de tous les candidats à pouvoir la battre. Dominique Vidal, communiste, dans un pays, le communisme c'est quand même fou, de voter pour une communiste en Asie, là où mes parents ont fui le Vietnam communiste. Donc ce serait quand même fou que moi maintenant j'habite en Asie et que je sois représenté par une députée communiste. Le communisme qui a fait des ravages au Vietnam, au Cambodge, dans des pays que je ne vais pas nommer, en Russie. Non, peut-être pas partout, peut-être pas au Japon, par exemple. Voilà. Mais en Corée, j'étais en Corée la semaine dernière. C'est pas pour rien qu'il y a une Corée du Nord et une Corée du Sud. Alors comment est-ce qu'on peut vivre en Corée du Sud et voter pour une communiste? Voilà. Elle ne se présente pas avec l'étiquette communiste. Elle se présente avec... bien entendu, elle n'est pas stupide. Elle se présente comme l'étiquette Nouvelle Union, machin, etc. Mais c'est une communiste. Et elle ne peut pas le cacher. Et voilà. Mais après, il y a autre chose aussi, c'est que c'est pas... Elle habite même pas en Asie. Elle habite en France, je ne sais pas où. Elle a été parachutée. Alors qu'en fait, il y avait deux candidats de gauche qui avaient l'air respectables. Il y en a un qui est en Chine, qui s'appelle Franck Pajot, plutôt Parti socialiste. Et il y en a un qui est au Vietnam, Didier Lachise, qui représentait la France insoumise. Donc tous les deux, ils ont démarré leur campagne très tôt, même avant les présidentielles, au moins pour Franck Pajot. Donc c'est des gens que je connais, que je respecte. Et ils ont été dégagés à cause d'appareils parisiens pour mettre Dominique Vidal, une communiste qui n'a rien à voir avec l'Asie, si ce n'est qu'a priori elle a vécu en Chine quelques années. Et ça, c'est pas normal. Donc, il faut en parler. Et je veux le dire aux électeurs de gauche aussi qu'en fait, s'ils veulent une alternative, tout sauf la Macronie, si je peux dire comme ça, je suis le seul qui puisse proposer cela. Voilà. Donc, je ne veux pas juste dire voter utile, mais ne votez pas inutile. Le vote RN, le vote LR, il est inutile. Ça ne sert à rien. Au Cambodge, vous n'avez rien fait du tout au Cambodge. C'est-à-dire au Cambodge. Oui. Les résultats du Cambodge. Oui, les résultats du Cambodge, ils étaient majoritairement mélanchonistes. Oui. Beaucoup. Oui. Et qu'en Thaïlande ou au Cambodge, ça a tout été communiste, pratiquement, par les Français. J'irai au Cambodge, j'y serai jeudi, la semaine prochaine. Et j'espère changer la donne. On verra ce que ça donne. J'ai pas compris ça, mais c'est comme ça au Cambodge, j'ai vu les résultats. Ouais. Non, mais j'ai...
j'ai pas mal de personnes qui m'ont posé la question. Pourquoi est-ce que des Français qui vivent dans des pays qui ont souffert du communisme ont voté pour Mélenchon? Ça fait partie des sujets qu'on va éclaircir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Voilà. On voit la couleur de ces Français. S'ils sont bronzés, ils votent Macron. Ils votent... Alors ça, c'est un point aussi important. C'est l'islamo-gauchisme. Donc, ce qu'on veut, au-delà de tout ce qui est machin de terrain, etc., c'est quoi l'enjeu de ces législatives? C'est d'un côté de ne pas laisser la Macronie faire ce qu'elle veut, les pleins pouvoirs, et de l'autre côté, ne pas laisser Mélenchon et l'islamo-gauchisme et tout ça être la seule force d'opposition. Alors qu'eux, ils ont des idées claires, ils ont uni, etc. Ils ont leurs propositions, on n'est pas d'accord, mais au moins, ils font le job, ils sont sur le terrain, ils font de la politique, ils font de la com, on les voit partout sur les réseaux sociaux, ils font du bon travail, finalement. Et nous, il y a les R ils vont de leur coin, les RN, voilà, on est désunis, voilà. Donc il faut que tous autour de la table, parmi nous, on s'active, parce que le renouveau de la droite, il passe par nous, c'est nous. Et je dirais même plus que si les choses vont se passer comme je le pense qu'elles vont se passer, si on fait un excellent score le 5 juin, et peut-être même on peut être en tête, si on est surmobilisé alors que les autres sont démobilisés, on va envoyer un message fort. Les Français de France vont voir ce qui s'est passé en Asie et ça va créer une dynamique. Ça peut changer, je dirais peut-être pas l'histoire, mais presque. Et vous vous rappelez de ce jour de mai ici à Phuket où on a pu échanger et on a parlé de ça. Voilà. Bon, on peut dire que je rêve et que je dis n'importe quoi, mais c'est possible. C'est pas impossible en tout cas, parce que, comme vous le savez, impossible n'est pas français. D'autres questions? Sinon, on va boire un verre. Oui. Si vous me permettez de revenir sur un point important que vous avez abordé tout à l'heure, qui est celui de l'étiquette de droite, d'extrême droite, malheureusement, qui a été associée à Éric Zemmour pendant une bonne partie de la campagne, et qui est largement, à mon avis, due aux médias, à l'action. Tout est dû aux médias. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les médias français. Moi, je regarde, je ne sais pas, vous regardez n'importe quelle chaîne à l'étranger, CNN, Euronews, Al Jazeera, tous les médias. Mais les chaînes étrangères... Vous voyez Éric Zemmour associé à extrême droite. Oui, mais à la rigueur, les chaînes étrangères, je peux le comprendre parce qu'elles ne comprennent rien. Elles ne font que reproduire les médias français. En fait, elles voient un article d'un média français, elles le traduisent. Donc, elle voit Éric Zemmour extrême droite et après, on voit Éric Zemmour far right, etc. Du coup, moi, j'ai des amis à Hong Kong qui me disent « Oh, mais Marc, you are far right, etc. » N'importe quoi. Le problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème? Je pense que Alors, déjà, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle d'un claquement de doigts. Ça ne va pas finir du jour au lendemain. Il n'y a pas de solution remède. C'est un combat permanent, petit à petit. Et si je le mène, c'est aussi, je pense, que je fais partie de ceux qui peuvent changer la donne pour des raisons évidentes. Je suis moi-même issu de l'immigration. On ne peut pas dire que je sois vraiment d'extrême droite. Je ne suis pas du même du tout. Et c'est à nous d'éduquer les gens. Et parce qu'en fait, moi, il y a plein de choses qui m'ont surpris. Mais on m'a dit, moi je leur dis, mais soyez tolérants, mais je m'engage pour Éric Zemmour. Tu n'aimes pas Éric Zemmour, mais je te respecte, il n'y a pas de problème. On discute, on prend un verre, voilà, on échange. Mais on m'a dit, non, on ne peut pas comme ça parce que moi je ne parle pas avec ceux qui sont Éric Zemmour. Voilà, et moi je dis, mais elle est où la tolérance? Et ils me disent, on peut être intolérant avec l'intolérance. Voilà, c'est un peu le summum. Voilà, donc c'est des gens qui prennent l'intolérance, mais par contre ça marche avec tout le monde, mais pas pour nous. Si on ne parlait pas de l'extrême droite, qui n'existe pas, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes idées. Alors on balance l'extrême droite. Et vous en faites un plat, tout le bordel. C'est de la merde, ça. Non, je suis d'accord. Il n'y a pas de... Bon, il y a des extrêmes qui existent. Et droite, extrême droite, c'est de la merde. Gauche, extrême gauche, c'est de la merde. Vous avez des idées politiques, balancez-les, défendez-vous pour ça. Ça veut rien dire, ça, putain. Ça veut rien dire. Ma réponse, quand ceux qui disent ça... Les extrêmes, c'est ceux qui ont... Extrême, ça veut dire quoi, extrême? Extrême, ça veut dire ceux qui ont, par exemple, ils ont mis ils ont tiré sur les photos de Mélenchon, etc. Ça, c'est n'importe quoi. Les connards, ça veut dire voilà. Les connards, c'est tout. Voilà, bon, voilà, je le vois comme ça. Mais bon, Éric Zemmour, il propose juste ce que proposait Sarkozy à l'époque. Quelle est la différence entre Éric Ciotti et Éric Zemmour? C'est l'étiquette. Pour revenir au problème d'étiquette. Il y en a un qui a l'étiquette LR et l'autre, il est reconquête. Tu discutes extrême. Il n'y a pas d'extrême. Non, mais je suis d'accord qu'il n'y en a pas parmi les représentants politiques. C'est les médias et vous-même qui parlez d'extrême. Mais tout comme Mélenchon, il n'est pas extrême gauche, il a des propositions. Mélenchon, c'est un gros connard. Il est fonctionné comme c'est pas possible. Ah, j'ai reçu tout sur mon Facebook.
J'ai reçu toutes ce qu'il avait comme, comment dire, le pognon qu'il a, enfin tout. Mais qui ferme sa gueule, le gros con là. Qui ferme sa putain de gueule. Bah, de nos jours, les gauchistes sont majoritairement des bobos. Les gauchistes, ils ont toujours vécu sur l'argent des autres. Maintenant, arrêtez de parler de droite, extrême droite, de gauche, extrême gauche. Mais là, on est d'accord. Hein. C'est des idées politiques. Alors maintenant, on dit oh, droite, extrême droite. Extrême droite, on met la gueule à. Je sais pas, enfin bref, ça vraiment ça me fait chier ça. Ben, je sais pas parler parce que c'est pas mon truc de discuter avec des gens comme vous. Mais je dis putain, mais ça m'emmerde ça. Moi quand j'entends des discussions, d'ailleurs la télévision française, je peux dire, ça fait des années que je la regarde depuis, des années, ça fait 18 ans que je suis là, je ne regarde plus la télévision française, c'est de la merde. Mais Gérald, il y a quelqu'un qui voulait parler ici, non je crois. Je voulais savoir voilà. Qui est-ce qui décide en suppléant? Alors c'est moi. Ça dépend des partis. Hein. Par exemple, si vous regardez la gauche, ce qu'ils ont fait, ils ont désigné la communiste et ils ont pris le candidat qui avait quand même un bon profil socialiste, un peu moderne. C'est toi qui l'as désigné. Voilà, donc voilà, c'est moi qui l'ai désigné. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend des partis. Ça dépend des Est-ce qu'elle réside Anne-France Elle réside en Corée. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, pour Reconquête, le système, c'est que je trouve que ça c'est bien, c'est normal. Le parti Reconquête a laissé le choix aux candidats de désigner leur suppléant. Voilà, c'est logique. Parce qu'ils auraient pu faire des manœuvres comme le fait la gauche. Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, moi j'ai des amis qui sont de gauche, qui faisaient campagne pour le gars qui était assez crédible, qui était assez bien, qui était Franck Pajot. Et du coup, là maintenant, ils sont obligés de faire campagne malgré eux pour la communiste et contre moi. Je disais un peu n'importe quoi. Il y a eu des tweets sur moi en me disant que voilà, j'exagérais, que j'avais dit que les cocos mangeaient les enfants, des choses comme ça. Mais du coup, n'importe quoi. Mais ils sont obligés de faire campagne contre moi parce que c'est le système qui a. C'est les appareils parisiens qui l'ont décidé. À propos de l'expression que je déplore moi aussi, hein, et l'extrême droite, l'expression va perdurer parce que quand vont siéger, comme on souhaite, hein, à l'Assemblée nationale, Marc, Éric, Stanislas et autres, ils seront placés à l'extrême droite. Donc, les médias, les chroniqueurs... On verra, chaque chose en son temps. On verra, chaque chose en son temps. La création de groupes se fait après les élections. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un bloc de droite, ni de centre droit, ni d'extrême droite. Un bloc de droite, c'est tout. À l'extrême droite. On verra. Puis l'extrême gauche, et puis on arrive donc l'expression va perdurer. Voilà, bon. Faut s'y faire, oui et non. Il faut la combattre. On est là pour ça. Faut pas partir vaincu. Sinon, moi, je rentre chez moi. J'arrête la soirée. Je fais plus de campagne. Putain, prenez des armes et allez au feu, les gars. Non, quand même pas. Si, mais si, il y a comme ça que ça va se passer. C'est pas autrement. Sinon, tu fais bien. C'est la connotation de l'expression qui est à combattre. Oui, il faut la combattre. Si on demande, il paraît qu'il y a eu une étude en Amérique. On demandait à des parents, est-ce que vous voudriez que votre fille se marie avec un extrême, droite ou gauche, etc. Non, parce que le mot extrême, à part pour la crème glacée... Mais ça, c'est le pouvoir des médias, hein, malheureusement. Fait peur. Quand on dit à des gens qui ne sont pas expérimentés en politique, que pensez-vous des extrêmes? Mais même ceux qui sont expérimentés, moi-même, je vous avoue que quand j'étais à UMPLR, j'avais peur du mot extrême. Mais je n'ai jamais parlé d'extrême, jamais fait de politique de mec, jamais. Absolument jamais. Je viens avec mon ami ici pour écouter monsieur, il me paraît bien, mais je n'avais parlé d'extrême. Maintenant, on dit d'extrême, ça veut quoi extrême? C'est-à-dire que quand tu fais la Somalie, quand tu tires sur des fumiers qui t'ont pété la gueule, là tu es dans l'extrême, ici tu n'es pas dans l'extrême. C'est quoi ça? Vous comprenez rien, putain? Mais c'est quoi ça? Bon, Gérald, vous voulez dire quelque chose, Gérald? Question. Ça m'énerve ça. Très rapidement, Jean-Marie Le Pen a été diabolisé pendant 25 ans, 30 ans, extrémiste, fasciste, enfin, sali quoi. Oui. Et vous avez bien vu tous comment Marine, sa fille, a réussi à rattraper le parti en le renommant, en adoucissant, en arrondissant les angles. Donc c'est vrai que je pense que pour Éric Zemmour, c'était un parti qui n'était pas encore tout à fait mûr, qui demande... 5 minutes? Dans 5 minutes, ils amènent un peu de nourriture. Je me demande ce qu'ils doivent penser à Jean-Marie qu'on va dans qui demande peut-être encore un petit peu
Elle n'est plus au niveau, Marine Le Pen, elle est plus au niveau. Bah, elle n'a jamais été au niveau. Elle est plus au niveau parce qu'elle aurait dû péter, le Macron il aurait dû péter avec tout ce qu'elle a. On va laisser Gérald terminer, s'il vous plaît. Donc je pense que le parti Reconquête a besoin encore un petit peu de maturité, c'est frais. Et justement, d'où ma question, tu étais à Paris il y a une semaine, quelle est la vision justement du concerné, c'est-à-dire Éric Zemmour, et quelle est on va dire, la tendance politique qu'il envisage à partir de... La tendance, elle est très simple, c'est le renouveau de la droite. Donc tout démarre là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Éric Zemmour a dit que certains ont dit qu'on était mort le soir du premier tour, mais en fait, on est né ce soir-là, tout démarre. Et là, il faut y aller à fond. Et ce qu'a dit d'ailleurs, Marion Maréchal a fait un très bon discours. Je ne sais pas s'il a été rediffusé, mais je me rappelle qu'elle disait que faites-vous plaisir, dites ce que vous avez sur le cœur, allez-y. Et ne partez pas vaincu en disant que ça ne sert à rien, ceci, cela. Et en fait, c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de me faire plaisir, de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Et je ne le fais pas que là où Zemmour est arrivé en tête. Je le ferai avec plaisir la semaine prochaine au Laos, au Vietnam, au Cambodge, les terres de gauche. Et j'irai à la rencontre de tout le monde et je me fais plaisir, je vais dire ce que j'ai sur le cœur. Et je vous invite à faire tous de même, parce que si on le fait tous, c'est nous l'avenir de la droite. Et je le dis aux autres de droite, LR, ne votez pas pour le passé. C'est le passé, ça ne sert plus à rien. Et au ARN, ne votez pas pour ceux qui n'ont jamais gagné. Donc, votez pour la France, pour son intérêt. Et pas pour donner 1,64 € à un parti politique. Si ça répond à ta question. Voilà, si vous voulez, on peut en arrêter là. Il y a d'autres questions. Mais après, on peut continuer à discuter. J'ai l'impression que quand tu parles, on nous parle comme des petits gamins. Faites ci, faites ci. Qui vous prend pour des petits gamins? Mais tout le monde. Le gouvernement, je parle pas moi. Toi. Non, je parle pas de toi. On dit il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, l'armée, on me dit tu vas là, je vais là. Tu tires, d'accord? Maintenant, tu dis, on ne fait pas faire ci, on ne sait pas pourquoi, il faut faire ci, pourquoi on dit ça. C'est de la merde. On ne sait pas où on va. C'est de la merde. Tu te fais tirer dessus, puis tu ne dois rien dire. Tu me suis dans ce que je viens de dire, là? Non, mais tout à fait. Non, mais explique-moi maintenant. On est là, je pense qu'on est... Zemmour a parlé de suicide français. Moi, je pense que c'est pire que le suicide français parce que le suicide, c'est quand on sait qu'on va mourir. Donc, on va suicider, on va sauter, on saute ou on ne saute pas. On se tire une balle, on ne se tire pas une balle, mais quand on le fait, on sait qu'on va mourir. Or, la France, elle fait pire que se suicider parce qu'elle est en train de mourir, mais elle ne s'en rend pas compte. Les Français, ils ferment les yeux sur les problèmes de la France. Exactement. Donc, pour moi, c'est pire que le suicide. Mais alors, du coup, c'est à nous, c'est notre job d'ouvrir les yeux aux Français qui volontairement ferment les yeux. Et dès qu'ils ont une lueur de... Ouvrir les yeux aux Français, c'est compliqué. Oui, mais bon, si on ne fait pas ce qui est compliqué, ça n'a rien. On n'a qu'à se suicider nous-mêmes. Parce que j'ai Facebook, combien de fois je me fais ça. Voilà, il faut continuer. J'ai pas la solution miracle, mais la première étape, c'est déjà d'aller au combat. Et tout le monde n'est pas encore au combat. Et je suis là pour essayer de faire le maximum pour qu'on le fasse ensemble. C'est dur de leur ouvrir les yeux. Ben oui, mais on n'est pas là pour faire que ce qui est facile à faire. Moi, j'ai eu un ami à Nantes au téléphone. J'habite depuis des années. On parlait de choses et d'autres, et puis au bout de 3-4 minutes, on a commencé à parler un peu de politique. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, moi, maintenant, ma sympathie, c'est Zemmour. J'ai pris la carte de son parti, enfin, ah, bon, oui. J'ai essayé de lui expliquer. Il dit, non, de toute façon, moi, je veux pas Macron a sauvé la France. Oui. Non, mais je l'entends. Il a fait la Startup Nation. Les Français sont sous propagande, les films, les séries, tout parle de mettre cette... Oui, mais parce qu'on a une presse bien pensante, on a tout, on a même l'école, tout, même l'administration. Je suis désolé de dire ça à vos amis des consulats des ambassades. Tout est macroniste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Roland voulait dire quelque chose? Oh, il n'y a pas fumé. On fume la gueule de personne. Ben si, ça devrait se faire. Arrête. Bon, est-ce que c'est bon? Oui. Alors, une dernière question. Il faut mobiliser les gens à voter sur ça. Ouais. Alors, une dernière question de Roland et après on discute de manière plus conviviale avec tout le monde. En mangeant quelque chose. Quand on va, René, il y a des inconnus dans ce spectacle. Attends, s'il vous plaît, un petit peu juste dernière question de Roland. S'il vous plaît, on l'écoute. Dans ce dernier mois de juin, il y a des inconnus qui sont chargés de crainte, mais aussi d'espérance. Je veux dire par là que
En 2017, 92 000 inscrits sur la circonscription. 130 000 cette fois-ci. 130 000. Ça fait 38 000 de plus. Donc là, il y a une grosse inconnue. Une autre inconnue, c'est le vote par Internet. Des gens qui ne se déplacent pas. Il y avait seulement 20% de participation il y a 5 ans. Là, il y en aura peut-être davantage du fait du vote par Internet. C'est ce que j'espère, mais l'expérience des consulats nous a montré que ça n'avantage pas forcément. L'année dernière, il y a eu quasiment... Il y a très peu de mobilité. Pardon. Peut-être, oui, c'est possible. Ouais, hein. Mais vous savez que le vote par Internet, il a existé déjà pour les législatives, hein, en 2012. Quand on a voté... Non, il a été nul en 2017. Il y a eu les législatives par Internet en 2012, quand Thierry Mariani a été élu. Et ensuite, il n'a pas été validé en 2017. Et maintenant, en 2022, il est validé. Donc, il y a 10 ans, tout le monde n'avait pas Internet déjà. Je sais pas, peut-être. Je pense que c'est une inconnue, c'est une nouvelle donne. Ben, alors, si on veut pas... Voilà, mais alors, en parlant d'Internet, je pense que justement Reconquête est le parti qui est le plus présent dans les réseaux sociaux sur Internet et qu'on a davantage aussi. Ouais. Donc, il faut y aller. Tous ces nouveaux inscrits, c'est aussi une inconnue. Il y a beaucoup de gens qui ont... J'avais vu une enquête sur 79 bureaux de vote. Il y a beaucoup de gens Tous votaient Macron. Bureau de vote 38 000 de plus. par Internet. Tous votaient Macron. Aucun Marine. Et tous ceux qui ont voté pour Marine, ils n'ont pas été dans les... C'est la triche. Il faut interdire. Non, le problème, il y a beaucoup d'expatriés. Bon, ça c'est notre sujet, on va pas rentrer dedans maintenant. Voilà. Bon, je vous propose qu'on aille, j'ai commandé quelques trucs, ça va être livré et après on continue à discuter. Voilà, alors pour information, j'ai pris une vidéo, si ça vous dérange pas, je vais la publier plus tard. Donc vous ne serez pas sur la vidéo. Bon voilà quoi. Mais il y a des questions. Voilà. Donc monsieur, vous avez posé des questions, ça vous dérange pas que je la publie ?